Salut à toi, enfant du soleil, et j'espère que tu vas bien, j'espère que vous allez tous très bien en ce mercredi 11 février. Alors, je suis normalement avec vous dans le chat, mais pour information, cette émission n'est pas un vrai direct. Je suis en direct dans le chat, mais pas en direct direct. Voilà pour la petite info, mais bon, je tenais encore quand même malgré tout à vous faire cette émission, parce que déjà, je vous ai fait faux bon la semaine dernière, donc 2 semaines de suite, c'était un peu too much. Donc bienvenue pour cette première revue de presse. Alors c'est une courte revue de presse au final puisque, comme vous le savez, j'ai fait des publications là lundi, un short et puis dans l'onglet post aussi vous avez un petit post où je vous montre tout simplement, je vous donne l'intro et la conclusion de la fameuse étude qui fait parler d'elle en ce moment sur la nouvelle datation des pyramides de Gizeh, donc ce sera le cœur de l'émission. On reviendra dessus très vite. 2 petites informations avant ça, qui sont des informations récentes, celles qu'on a à l'écran là, ça date de décembre. Et après on passe à l'étude, donc voilà, c'est un mixte de revues de presse et d'études comme j'ai pu déjà faire et comme j'aime bien faire des fois avec vous, aller au fond des études. Parce que simplement prendre une étude et puis en parler vite fait et puis alimenter sa croyance parce que voilà, elle va dans le bon sens, c'est une chose, mais aller au fond d'une information et la vérifier et la peser le pour et le contre, voilà, l'objectiver, c'est une autre. Et vous savez que sur la chaîne de l'apprentissage, ce que j'aime bien faire, c'est être le plus objectif possible et être le plus factuel possible. Et c'est comme ça que bien souvent contre vents et marées, je mets de côté des éléments qui sont pas assez sérieux. Voilà, on verra ce qu'il en est pour cette étude qui date quand même les pyramides de 25 000 ans. Mais avant ça, petites informations récentes. Alors une qui nous concerne particulièrement nous Français et encore plus les Bretons, c'est cette info. Alors là, pour le coup, je l'ai chopé de Science et Vie. Je vous mettrai des liens en commentaire parce que en plus de cet article-là, il y a aussi une vidéo un reportage qui a été fait par TF1 qui résume assez bien la découverte. Donc, structure monumentale engloutie révèle une civilisation oubliée au large des côtes bretonnes. Il faut d'ores et déjà relativiser cet article de Science et Vie, ce titre, parce que civilisation oubliée, non. Alors déjà, civilisation, non. C'en est pas une. C'est l'époque des mégalithes. On est, je crois de mémoire, il y a 6 000 ans ou 6 000 ans avant notre ère. Donc c'est vraiment une époque classique où on peut retrouver sur la terre ferme des menhirs et des dolmens, etc. Ou les alignements de Karnak par exemple. Là on a quelque chose qui est plus vieux que les alignements de Karnak, donc c'est ça qui est quand même assez étonnant. Voilà, de là à dire que on vient de mettre la main sur une civilisation oubliée, faut pas exagérer non plus. Alors de quoi il s'agit? On est au large de l'île de Saint en Bretagne. Voilà, alors, une découverte exceptionnelle, oui, ça c'est clair. Structure monumentale en pierre, datée d'environ 5800 ans, donc c'est avant notre ère, donc moins 5008, révèle l'existence d'une société côtière organisée et techniquement avancée, bien avant l'arrivée de l'agriculture. Ok, peut-être dans la région, mais en tout cas l'agriculture, ça a quand même 10-12 000 ans. Sous plusieurs mètres d'eau au large de la Bretagne, une structure de pierre de 120 mètres de long remet en question notre compréhension des sociétés préhistoriques côtières. Voilà, alors de quoi il s'agit? Alors il y a une étude là-dessus, mais bizarrement, je ne trouve plus trace de cette étude. Donc si je la retrouve, je vous mettrai le lien, mais partout sur les notamment le site, alors je sais pas, non c'est pas le CNRS, mais bref il y a un site, c'est ça, Société d'archéologie et de mémoire maritime. Quand je vais sur l'article sur ces découvertes sur cette page de la SAM, eh bien l'étude n'est plus valide. Voilà, je la trouve plus, donc je ne sais pas pourquoi. Mais bref, de quoi il s'agit? Il s'agit d'un mur. En gros, c'est ça, hein, c'est un mur. Donc soit c'est une retenue d'eau pour choper du poisson, soit c'est une retenue d'eau pour, en gros, c'est les 2 hypothèses, pour limiter, pour casser les vagues un peu, pour limiter, voilà, des fortes marées ou des fortes vagues. Bref, c'est quelque chose qui est actuellement sous la mer,
mais tout simplement, il y a de ça 7 millénaires, c'était pas sous l'eau, donc ça n'a pas été fait, a priori sous l'eau. Donc ça irait peut-être plus dans le sens d'un brise-vague, d'un brise-marée, je sais pas, que une espèce de retenue pour pêcher des poissons. Voilà, en gros, je vous résume ce que j'en ai lu, l'article. C'est quand même assez intéressant de se rendre compte que, eh bien, comme certains le supposent, en allant là où aujourd'hui la mer a recouvert la terre, eh bien, il est possible de trouver des éléments nouveaux, archéologiques, et quand même pas négligeable. Ce mur de 120 mètres, c'est quand même quelque chose. Ça a été sans doute un sacré boulot. Vous avez un volume de 3300 tonnes, a priori, de blocs qui ont été dressés, donc c'est pas rien. Après, voilà, faut nuancer encore une fois le titre. On n'est pas dans le cadre d'une civilisation, d'accord ? On est dans le cadre quand même de personnes qui se coordonnent pour faire un ouvrage non négligeable. Mais on n'est pas, on n'est pas dans le cadre de ce qu'on définit aujourd'hui en tant que civilisation. Voilà, mais c'est quand même très très intéressant comme découverte, et c'est tout récent puisque je crois que la découverte en elle-même date de 2023, et les articles et l'étude que je ne trouve plus datent de la fin de l'année 2025. Voilà pour cette première information. On va aller sur la deuxième et on va se rapprocher d'Égypte très fortement. On va tout simplement en Égypte. Là, c'est très très intéressant. Je vous en parle depuis quelques temps déjà, notamment dans le cadre de mon planétarium. Il veut plus me faire mon plein écran. Désolé pour la publicité. Oui, je vous en parle depuis quelques mois, voire quelques années, dans le cadre de mon idée de planétarium antique. Je dis que vraiment l'élément qui pourrait permettre de valider une chose pareille ou aller dans le sens de cette idée de planétarium, ce serait tout simplement des découvertes archéologiques, parce que sinon il manque quand même des éléments pour faire le pont entre cette idée assez folle, assez anachronique de planétarium antique et donc de connaissances astronomiques assez poussées et la concrétisation de cette idée. Il faudrait, je dis souvent, découvrir soit des textes, des papyrus qui parlent de connaissances astronomiques, notamment des planètes, où il faudrait nous trouver encore mieux un télescope. Ce serait quand même magique. Mais c'est pas le cas encore. Et vous savez que je mets tous mes espoirs sur le Big Void, qui a été repéré depuis quelques années déjà par Scan Pyramid. Et donc, en fait, étant donné que les nouvelles vagues de données sur cette cavité ont été faites par Scan Pyramid, eh bien, tout de suite, Zahi Hawass, il a fait cette annonce ça date de novembre 2025. Zahi Hawass annonce une surprise archéologique en 2026 qui, selon lui, réécrira l'histoire. Il faut toujours être méfiant, prudent quant aux propos de Zahi Hawass, mais ce qui est sûr, c'est qu'il s'appuie sur cette découverte par myographie d'une cavité de plus de 30 mètres de long. Et donc il nous annonce que tout ça va être révélé cette année. Alors le truc que je savais pas, c'est qu'au-delà de l'étude 3D, on va dire, une sorte de scan 3D myographique de cette cavité, dans l'article, a priori, Zahi Hawass nous parle carrément de robots qui auraient pu accéder là-bas dedans. Donc je sais pas si c'est cet article ou pas, je vous mettrai tous les articles en lien pareil. Cette formidable découverte est un nouveau passage de 30 mètres, donc ça c'est vraiment le truc découvert par Scan Pyramid. Il se trompe pas beaucoup en s'appuyant là-dessus, détecté grâce à un équipement de pointe qui aboutit à une porte qui va réécrire un chapitre de l'histoire des pharaons. Alors ça c'est la traduction, il faut se méfier de la traduction française. Au début j'ai cru qu'il avait trouvé une porte au fond du couloir, mais non. Mais il sous-entend que il serait capable il l'aurait déjà fait, d'envoyer un robot. C'est pour ça qu'il dit que l'annonce sera faite en 2026. Donc ça c'est vraiment grosse annonce. J'espère que c'est pas du flan. Ce qui est sûr et certain, et donc pour le coup j'espère que ce sera en 2026, c'est que Scan Pyramid va pouvoir publier de nouvelles datas, au minimum affiner sa mesure. Si en plus de ça on a
des images, un peu comme il y avait eu sur le petit couloir qui avait été découvert au niveau de l'entrée de la pyramide, un petit couloir de 9 mètres qui est donné sur rien du tout. Hein, c'était un couloir, c'était une impasse. Si on peut avoir des données comme ça avec des caméras endoscopiques, ben ce sera assez génial, en espérant que cette couloir, cette cavité de 30 mètres ne soit pas vide. Inch'Allah, on verra ça, j'espère, donc cette année, en 2026. Et on sera bien sûr sur le sujet pour suivre, j'espère, effectivement, cette grosse découverte qui pourrait, si ce n'est me donner raison sur le planétarium, peut-être nous révéler le vrai endroit où s'est fait enterrer notre cher ami Khéops. Donc voilà pour les informations. La revue de presse, c'était plutôt une introduction au cœur de l'émission, qui va être cette étude dont j'ai déjà dit en fait que dans le petit short que j'ai fait lundi que c'est pas une étude, hein, la preuve à l'écran. C'est un rapport préliminaire sur la datation absolue de la pyramide de Khéops à l'aide de la méthode d'érosion relative par Alberto Donini. C'est pas la première fois qu'on a des Italiens qui nous font des annonces fracassantes. On en avait longuement parlé par rapport aux cavités soi-disant découvertes dans la pyramide de Khéops, voire même sous la pyramide de Képhren. Donc je vous invite à retourner voir l'émission, voilà, si vous l'avez pas vue ou si vous l'avez plus en mémoire. Mais voilà, je vous donne mon avis sur cette étude qui, à mon avis, voilà, était pas assez sérieuse. Là, on a donc une étude qui, un peu à la même façon que la dernière, celle qui se basait sur des mesures faites par satellite. On a quelqu'un qui, en préambule, nous explique dans cet article, l'ingénieur Alberto Donini présente une méthode innovante. Donc on va aller voir de quoi il s'agit, quelle est cette innovation. Méthode d'érosion relative qu'il a mise au point pour déterminer la date de construction d'ouvrages anciens. Il applique cette méthode à la pyramide de Khéops sur le plateau de Gizeh. Alors, pour information, ce qui est assez dommage, c'est que cette méthode dite innovante est testée direct sur Khéops, en fait. Et voilà, le mec va la tester direct sur Khéops. Il va pas aller faire ça sur des éléments archéologiques beaucoup mieux connus, peut-être beaucoup plus récents, pour valider sa méthodologie. Non, il va direct faire ça sur les pyramides de Khéops. Donc quelque part direct faire du sensationnalisme, c'est assez problématique parce que on n'a aucun point de comparaison et voilà, un scientifique notamment, on verra dans le cadre de carbone 14 et même thermoluminescence, en fait, ces techniques, avant d'aller notamment s'intéresser à Khéops, qui intéresse effectivement beaucoup de monde, on va faire ça peut-être sur des années, voire des décennies, faire ça sur d'autres éléments. On va faire ça sur d'autres éléments, on va tester notre méthode, on va faire des avancées, faire vraiment des découvertes, en tout cas des mesures qui vont être corroborées, voire qui peuvent être validées par les pairs, tant qu'à faire. Et après, voilà, par expérience, on va finir par faire ça sur des éléments beaucoup plus inconnus, et comme chacun sait, il y a toujours ces polémiques, alors beaucoup plus dans le milieu généraliste sur la date des pyramides. Voilà, c'est quand même dommage d'aller direct utiliser cette méthode soi-disant innovante sur Khéops sans qu'on puisse savoir réellement, quand on veut bien s'intéresser à cette étude, ce rapport, de pas avoir de point de comparaison, de pas savoir exactement de quoi il en retourne. Mais bref, on va se contenter de ce qu'il nous a fourni. Donc voilà, il présente, c'est assez long pour la présentation de cette méthode dite MER, méthode d'érosion relative, mais vous allez voir qu'avec les calculs qu'il nous fournit, on va voir très facilement comment il s'y prend pour faire ça. Je vous rappelle que la date, on verra ça aussi en conclusion, la date annoncée du coup pour avec cette méthode pour les pyramides, la datation est de 25 000 ans. Et ça a été repris déjà, notamment dans le milieu alternatif. Alors cette fois-ci, pour le coup, je vais la citer. On a Julie Couvreur. Pourquoi je dis je vais la citer? Parce que Julie Couvreur, j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ses vidéos, voire jamais. Donc je ne juge pas ce que je ne connais pas. Par contre, j'ai regardé la dernière justement qui évoque cette datation. L'étude est survolée.
vraiment survolée. Et je trouve qu'elle est assez imprudente de reprendre tout de suite ce document, qui n'est même pas une étude, je le rappelle, pour valider une idée déjà préconçue que ces pyramides, elles n'ont pas 4500 ans, mais 25 000, voilà, si ce n'est 800 000 pour certains, surtout quand certains regardent l'âge du Sphinx. Parce qu'il y a des géologues qui nous expliquent que le Sphinx aurait 800 000 ans. Enfin, en tout cas, certains vont jusque-là. Alors, petite précision à ce niveau-là, on n'est qu'au début, mais je tiens à dire que des rapports de géologues, notamment spécifiquement sur les datations qu'il peut y avoir, des monuments sur le plateau de Gizeh, il y en a à l'appel. Il ne suffit pas d'aller piocher celui qui vous intéresse, qui va le plus dans le sens de votre croyance, pour valider votre hypothèse. C'est pas suffisant, parce que de toute façon, c'est comme dans beaucoup de domaines dans la science, vous trouverez toujours une étude qui va dans le sens de ce que vous pensez. Toujours. Voilà, bref. Et encore une fois, quand je dis ça, je dis pas que le consensus a toujours raison, je suis vraiment au-delà de l'idée de consensus, mais malgré tout, il y a quand même beaucoup plus d'études qui corroborent les dates historiques de ces pyramides que l'inverse. Donc c'est pas suffisant, c'est ça que je veux dire. C'est pas suffisant de faire comme on voit dans le milieu alternatif, voilà, désolé de taper dessus, d'aller de se ruer sur la dernière étude qui va aller dans votre sens. C'est pas suffisant, c'est pas assez sérieux. Bref, allez, je referme la parenthèse. Désolé si j'en vexe certains, si j'en braque certains, mais vous connaissez ma position du juste milieu, on va dire. Donc, quelle est l'idée ? On va résumer, on va pas lire toute l'étude. Moi, je l'ai fait, je vous invite à le faire. Alors, vous trouverez les études en anglais. Là, vous avez la chance d'avoir l'étude que j'ai traduite en français, que j'ai fait traduite en français. Donc, l'idée est la suivante. En gros, ce monsieur nous parle de la catastrophe, l'événement catastrophique qui aurait, c'est ce que j'avais en tête aussi, voilà, sans trop savoir si on peut en être sûr à 100%, que le Parman s'est cassé la figure au XIVe siècle, début du XIVe siècle, donc là, il y a environ 675 ans. Gros séisme et le revêtement en calcaire des pyramides s'est effondré. Ensuite, les hommes ont récupéré ces blocs pour aller construire ailleurs. Voilà, c'est l'idée communément admise, qu'on entend souvent. J'ai jamais fondamentalement étudié le sujet, donc je sais pas si c'est vraiment le cas, mais on peut partir du principe que c'est sans doute vrai. Voilà, donc bon là, il nous exprime les différentes érosions par piqûre, érosion uniforme. Je rentrerai pas trop dans le détail. Là, il faudrait l'avis d'un géologue. En fait, malheureusement, je crois pas que cette personne soit un géologue. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose normalement minima. On fait relire par un géologue, on s'appuie sur un géologue pour surtout si on veut apporter quelque chose d'innovant et qu'on n'est pas soi-même géologue. Et bon, c'est pas le cas malheureusement, mais bon, pourquoi pas, hein. Il y a pas de souci, hein. Alors là, on a une hypothèse qui est posée. Je vais pas non plus rester longtemps là-dessus, mais je vais émettre quand même quelques doutes. L'érosion des roches est directement proportionnelle au temps écoulé lorsque le processus se produit à un rythme constant, selon la relation mathématique suivante. Bref, donc il fait rentrer la dureté du minéral, le climat, exposition, voilà. La première remarque que j'aurais à faire par rapport à ça, l'idée que, en gros, ce qu'il dit, c'est que l'usure est proportionnelle au passage du temps, quoi, en gros. C'est-à-dire que ce qu'il exprime, c'est que 100 ans d'usure, ce sera 10 fois la valeur de 10 ans d'usure. En gros, c'est ça ce qu'il dit. Une usure constante. Or, là, comme ça, là, au doigt mouillé, je suis pas du tout d'accord. Il y a forcément, sur 5000 ans, voire même sur 25 000 ans, des périodes où, en 100 ans, on pourrait avoir une usure 10 fois plus prononcée que sur une période de 1000 ans. Si sur ces 100 ans-là, on a beaucoup de pluie, on a énormément de vent,
beaucoup plus que les 1000 ans qui suivent, ben en fait, on va pas du tout, et c'est sans doute plus proche de la réalité, on va pas avoir une usure constante. Donc déjà, usure constante, je suis pas d'accord. Et c'est important parce que vous allez voir le calcul ce que ce monsieur nous fait pour voilà, pour avoir les dates. Bref, temps de démolution de revêtements extérieurs des pyramides. Donc il nous explique qu'Hérodote dans ses livres, dans son histoire, donc on est en moins 450 avant Jésus-Christ, décrit la pyramide de Khéops comme étant recouverte de dalles de calcaire lisse qui la faisaient briller. Diodore de Sicile nous dit la même chose au début de l'ère chrétienne. Ok, donc tout ça pour nous dire que a priori le parement il était intact il y a de ça 2000 à 2500 ans. Voilà, je suis assez d'accord avec ça pour avoir lu Hérodote et Diodore de Sicile, c'est ce qu'on peut en déduire. D'ailleurs, c'est ce qui me fait dire au passage que la pyramide de Khéops n'était pas pointue, parce que Diodore de Sicile nous l'a décrit comme justement avec tout son parement et avec une plateforme au sommet. Nouvelle parenthèse refermée. Donc oui, on peut éventuellement s'appuyer sur ces témoignages-là. Ils sont peu nombreux, mais ils ont le mérite d'être là et ils peuvent effectivement nous donner des indications. Donc ensuite, après, il part sur... donc on est sur le XIIIe siècle. Historien arabe Abd al-Latif al-Baghdadi a écrit ses ouvrages. Tatati tatata nous parle d'un tremblement de terre en Crète le 8 août 1303 d'une magnitude d'environ 8. Bon, voilà. Ça c'est des trucs que je vérifie pas. La magnitude 8, il y a de ça 700 ans, c'est pas gagné qu'on sache réellement quelle était la magnitude, mais peu importe. Gros séisme en Crète qui aurait eu un impact sur le Caire, et en tout cas on a des témoignages arabes qui nous expliquent que le parement s'est en partie effondré et que c'est ce qui a permis un point de faiblesse permettant à la population locale de réutiliser les blocs tombés. Voilà, et c'est à partir de ce moment-là que les blocs petit à petit vont être enlevés jusqu'à ce qu'on ait l'apparence actuelle des pyramides où il n'y a plus de parement. Donc ça, il n'y a pas de souci, pas de problème. Donc ainsi, le revêtement calcaire a été retiré et réutilisé comme pierre de carrière, voilà, entre environ 1303 et 1400 après Jésus-Christ, et au-delà. En moyenne, les blocs de revêtement des pyramides de Gizeh ont été retirés il y a environ 675 ans. Pourquoi pas? Si on prend l'année 2025 comme référence. Ok, 675 ans. Alors, on nous parle ensuite de principe de base, de la méthode REM et facteurs d'incertitude. Donc là, ça, en fait, c'est déjà ce qu'on voyait tout à l'heure dont je vous ai parlé. Je pars du principe que l'érosion est linéaire, c'est-à-dire qu'elle progresse proportionnellement au temps écoulé, et donc que les taux d'érosion K est constant. Ça, je pourrais demander confirmation à un géologue, mais ça me paraît du bon sens de se dire que il peut y avoir des périodes beaucoup plus usurières que d'autres. Bref, je suppose que la date moyenne de retrait des pierres de revêtement calcaire des pyramides de Gizeh remonte à environ 675 ans. Admettons, après c'est qu'une supposition, il suppose. Ok, bon. Là, pour le coup, on va pas chipoter sur des trucs comme ça, on va prendre l'essentiel des propos de ce monsieur. Il nous dit quand même que le climat plus humide de l'Antiquité, comparable au climat extrêmement aride des derniers siècles, représente une autre source d'incertitude. Et elle peut avoir conduit à une surestimation de l'âge du bâtiment. Ok, ça c'est lui qui le dit. Faudrait voir dans quelle mesure les géologues disent ça aussi. Moi, je ferais remarquer que j'étais tombé sur une étude qui nous expliquait que, d'ailleurs, ça peut expliquer pourquoi la pyramide de Mykérinos n'est pas finie, que à partir de la période de Khéops et pendant presque un siècle, on a eu des très très fortes pluies. Et donc là, justement, on a un exemple où sur un siècle, il y a pu avoir une forte usure des pierres. Sachant que pour information, les pierres qui forment justement toute la partie usée qu'on voit aujourd'hui, sans le calcaire de Toura, c'est des blocs de calcaire qui ont été extraits in situ, sur place, et que c'est des blocs de calcaire de mauvaise qualité. C'est pour ça qu'ils vont chercher à Toura le calcaire pour faire le parement, parce que lui, c'est du calcaire de bonne qualité, pas celui qu'il y a sur place. Donc, qui dit mauvaise qualité, dit usure beaucoup plus aisée. Et on a au moins à la période de Khéops, de Képhren, non, de Mykérinos,
donc à un moment où les deux autres pyramides, les deux géantes, ont déjà été bâties, on a a priori des très fortes pluies qui ont pu fortement éroder les pierres. Mais je me corrige, non, puisqu'il y avait le parement qui était encore en place. Bref. Par contre, le sphinx, c'est ce qui pourrait expliquer pourquoi il y a des traces d'usure fortement liées à l'eau. Une longue période de pluie diluvienne. Voilà, ensuite, il va nous parler des critères de sélection des points analysés. Les points analysés ont été sélectionnés de manière à permettre une comparaison directe et précise. Alors, je précise que le mec a fait ça à l'arrache, hein. Il n'a pas eu les autorisations pour le faire, il a fait ça à l'arrache. Donc, il n'y a pas de prélèvement, c'est que du visuel. Et vous allez voir, il y a des trucs que je comprends pas après pour ces calculs. Mais bon, encore une fois, admettons, il a fait les choses bien. Là, on a un relevé de tous les points. Alors, c'est pas très uniforme, hein. On a les 5 premiers points qui sont pris au nord de la pyramide. On en a 2 qui sont pris à l'est. On a un seul qui est pris au sud. C'est normal, la zone sud n'est pas accessible. Je sais même pas comment il a accédé au point 8. C'est pas accessible. Bref. Et ensuite, il va en prendre 4 autres sur la face ouest. Ok, pourquoi pas. Là, maintenant, on va rentrer direct dans les calculs. Vous allez voir, c'est pas très compliqué, les calculs. Calcul de la période de construction basé sur le volume érodé à chaque point. Voilà, à partir du point 1, j'ai calculé l'érosion relative de la surface caractérisée par une rugosité prononcée. En gros, il est allé chercher les points les plus usés. Bref. Je suis pas certain que c'est comme ça qu'on doit faire réellement, mais normalement, on prend un maximum de points, et puis il y a des plus, des moins. Voilà, bref. Dont certains points avaient été exposés à des agents érosifs depuis la construction. Alors, je tiens à préciser que, mais je crois qu'il en parle aussi. Qu'est-ce qu'il y a eu comme érosion depuis 700 ans? Il y a eu les pluies, les vents, le sable, et il y a la modernité aussi, la pollution, les pluies acides. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui fait que ça a pu être accéléré encore plus à période moderne, peut-être même les touristes, mine de rien, qui grimpent un peu partout, enfin bref, tout un tas de paramètres qui, à mon avis, faussent tout. Et je pense que quand le mec dit que c'est innovant, enfin, il a beau le dire, on voit rien d'innovant dans ce qu'il fait, hein. Il calcule, je sais même pas comment il fait, il calcule des volumes d'érosion, et ensuite, vous allez voir, il fait une multiplication pour trouver une date. Si c'était si innovant que ça, quelqu'un d'autre l'aurait fait avant, en fait, parce que c'est pas si innovant que ça. C'est calculer des volumes érodés et multiplié par 675. Vous allez voir, c'est basique quand même. C'est pas si innovant que ça. Donc, pourquoi personne n'y a pensé avant? Parce qu'à mon avis, c'est n'importe quoi. Je sais pas comment dire autrement. À mon avis, c'est n'importe quoi. À mon avis, tu peux rien en faire de l'érosion apparente des blocs. Donc oui, il nous dit sur cette image, j'ai calculé le volume exprimé en millimètres cubes de chaque cavité d'érosion. Je sais pas comment il a fait ces calculs. À part avec des scans, je vois pas comment on peut calculer le truc. Il nous dit pas, hein, il nous dit pas comment il a fait. C'est ça le truc qui est gênant. Le côté droit a été exposé à des agents érosifs depuis le début de la construction, tandis que le côté gauche a été exposé. Donc il compare les zones qui étaient les zones où il reste du parement aux zones qui sont à l'extérieur. Encore une fois, un gros biais, une grosse problématique, c'est qu'il compare l'usure de blocs de calcaire de Toura avec des blocs de calcaire de Gizeh. Et je vous l'ai dit, les blocs de calcaire de Toura sont de bien meilleure qualité. Donc, vous pouvez pas comparer les deux, quoi. Vous pouvez pas comparer les deux. Voilà, parce que voilà, il nous explique qu'il y a 675 ans d'usure en moins sur les blocs de calcaire de Toura, et donc je calcule la durée. Donc en faisant quoi? En faisant le volume total des cavités érodées. Je sais même pas comment c'est possible de calculer ce volume en millimètres carrés, millimètres cubes. Je vois pas comment c'est possible, comment il a pu faire ces calculs. Mais admettons, il trouve un volume de 85 000 donc. Il multiplie par 675. Donc les 85 000, c'est ce qui a été érodé sur les zones exposées, et les 10 000,
c'est ce qui a été exposé depuis, c'est ce qui a été érodé depuis 675 ans. Donc on voit la logique. Hein. En fait, c'est un rapport en croix qui fait. On sait que 10 000 mm3 ont été érodés en 675 ans. Donc forcément, les 85 000, c'est le calcul qui fait. 85 000 multiplié par 675, divisé par 10 000, et on tombe sur une érosion de 5 700 avant le présent. Voilà. D'ailleurs, au passage, là, le premier point, il trouve 5 700, donc ça fait du moins 2000, du moins 3 700. Voilà. Il calcule l'usure comme ça. Donc encore une fois, je sais pas comment il a fait le calcul des volumes. Il compare une érosion de calcaire de Toura avec une érosion du calcaire de Gizeh. C'est pas possible. C'est biaisé. Et on voit dans quel sens c'est biaisé, puisque le calcaire de Toura est beaucoup plus résistant. Donc en fait, le calcaire de Toura, il a beaucoup mieux tenu sur 4500 ans que sur 4500 ans moins 700 pour le reste. Voilà, c'est tout. Mais c'est de par sa qualité surtout, pas parce que il a été exposé pas de la même manière. Bref. J'espère que vous me suivez, hein, c'est quand même pas si compliqué à comprendre. Hein, voilà. Et après, donc, après, on a le calcul sur tous les autres points. Donc là, il a calculé 5700. Il fait un calcul à un autre endroit, donc il y a plus de volume érodé. Tchac. Donc voilà, cavité érodée dans les parties exposées, on a 9000 mm3. Dans les zones exposées dans les 675 dernières années, on n'a que 353. On fait encore le même rapport en croix, et cette fois-ci on tombe sur 18 000 ans. 18 000 ans avant le présent. Voilà. Et il fait ça sur tous les points. Toujours. Donc c'est un calcul simple, hein, en fait. Un volume dont on ne sait pas du tout comment il a pu le mesurer. Je vois pas comment c'est possible. Même avec du scanner 3D, je vois pas comment. Parce que quelle zone tu choisis, quelle zone tu exclus. Les comparaisons des calcaires qui sont pas de même qualité, ça va pas. Hein. Chaque fois au début, j'essaie d'être prudent, objectif, machin, et puis au bout d'un moment, je suis désolé, je dis c'est pas possible parce que ce truc-là est repris par des personnes qui font des dizaines, voire des centaines de milliers de vues. Moi, même si je fais pas d'effort pour faire des belles vidéos, tout ça, que ça joue, je vais faire 500 vues à tout casser. L'impact est pas le même, sauf que je suis désolé, je suis objectif, les autres le sont pas du tout. Voilà, c'est tout. Hein. C'est pas pour dire qui a la plus grosse intelligence, c'est pour dire juste qui est le plus honnête en fait. Ça me fatigue, ça m'use encore plus que le revêtement des pyramides. Et il nous balance une petite courbe de Gauss à la fin. Je vais même pas la commenter. Je vais juste retenir. Retenez bien ça. J'ai une probabilité, il nous dit, de 68% que l'usure de la pyramide soit entre 25 000 ans et 14 000 ans. Voilà. Ben en fait, 68%, c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Donc même ça, cette probabilité de 68 000 ans, elle est pas convaincante. Elle est pas convaincante parce que 68%, c'est pas beaucoup. Hein. C'est pas beaucoup en fait. Quand on est proche de 50%, c'est pas 50%, ça veut plus rien dire déjà en fait. C'est ça que je veux dire. Donc 68, c'est bref. J'allais faire un parallèle qui n'a rien à voir, mais quand on nous dit qu'un test PCR a une efficacité de 50%, bah, c'est que c'est pas efficace. Donc bref, 68%, c'est pas si terrible que ça. Voilà. Et on passe direct aux conclusions. Ces conclusions sont préliminaires et feront l'objet d'une étude plus approfondie grâce à des mesures supplémentaires étendues à toutes les structures et à tous les bâtiments du plateau de Gizeh. Il faudrait vraiment d'abord étalonner cette méthodologie sur des monuments plus récents, mieux connus, mieux datés, enfin, plus facilement datés, voilà, avant de venir sur Gizeh, quoi. Voilà. Il est probable que les pyramides remontent à environ 23 000 ans avant Jésus-Christ. Il est donc plausible que le pharaon Khéops ait simplement rénové la pyramide de Khufu, s'attribuant ainsi la paternité de celle-ci. Bon.
Voilà, donc sa conclusion ne tient pas la route, hein, tout simplement. J'espère que vous l'aurez compris. Si vous avez des remarques vraiment pertinentes à m'opposer par rapport à ce que j'ai dit, vous m'excusez d'être progressivement au fil de ce document être dépité et être très très critique, mais c'est encore une fois c'est pas sérieux. Hein. Alors je suis allé voir un peu le pédigré, mais le pédigré, je sais pas d'où il sort de ce gars-là. Voilà, c'est un ingénieur, c'est pas un géologue. Il est quand même affilié à une université puisqu'il a réussi à publier sur ResearchGate, mais c'est même pas une étude. C'est même pas une étude, c'est un rapport, comme moi je peux en faire dans le milieu professionnel. Voilà, un petit PowerPoint, un petit document. Ça vaut vraiment pas grand-chose. Je suis navré pour ceux qui pensent que vraiment qui ont ancré dans la tête que ces pyramides elles peuvent pas avoir 4500 ans. C'est pas avec une étude comme ça que vous allez pouvoir convaincre qui que ce soit d'autre que quelqu'un qui s'y connaît pas ou qui a pas envie réellement de savoir, qui a juste envie de continuer à croire. Mais c'est pas interdit, hein, que je sache. Donc c'est comme ça. Je ferai pas spécialement de remarques sur les sources, sur les annexes en fait. Il y a rien en fait. Source, il y a un document. Et en plus la source, la une là, je suis allé voir sur le lien, il y a juste cette courbe là, la courbe de Gauss, sans aucune explication, sans rien du tout. Donc c'est même pas une source, c'est la même chose que ça. Franchement en fait, mais attendez, je clique dessus. Tiens, on y va. Il y est pas ce machin. Ah, pourquoi j'ai rien? Voilà. La source, l'unique source, c'est ça. C'est la même courbe, sans rien. Et après, le reste du site internet n'a rien à voir. Si vous remontez un truc en arrière, sur les jeux vidéo, franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux du tout. C'est pas sérieux. Source, voilà, ça c'est la source. Référence. Bah, il n'y a pas de référence en fait. Il y a juste marqué que BP, ça veut dire avant le présent. Voilà. Financement, l'ensemble du projet a été financé par lui-même. Bon, bah c'est très très bien. Le mec, il est allé en Égypte, il a pris des photos, il a fait un calcul de volume d'usure. Je sais pas comment c'est possible, comment il a pu faire. Et voilà. Et bravo, parce que moi je devrais faire ça en fait, parce que le mec fait ça et il aura plus d'impact que quelqu'un qui honnêtement comme moi montrera que ça n'a aucun sens. C'est bravo, voilà. On avance, bravo les alternatives qui relayent tout ça sans vérifier, sans regarder, sans en avoir rien à faire en fait que ce soit vrai ou pas. C'est juste ça va dans leur sens. Bravo parce que grâce à vous, la recherche alternative qui pourrait être vraiment complémentaire des chercheurs académiques, elle nous fait avancer d'un pas et reculer de 10. Bravo, merci à vous. Bah, désolé d'être sarcastique, d'être un peu aigri, tout ça, mais c'est fatigant, c'est usant à force. Bref. Maintenant, j'aimerais revenir sur les études. Oui, on va revenir sur les études. C'est bien joli de nous sortir une étude comme ça qui nous dit que les pyramides ont 25 000 ans, mais il faudrait avant... En fait, c'est pas suffisant le truc. Même si cette étude était sérieuse, etc., il faut pouvoir balayer les arguments conventionnels qui font penser que ces pyramides, elles ont 4500 ans. J'en parle suffisamment. Et d'ailleurs, j'en parle suffisamment, je fais des critiques d'études, j'ai jamais eu la moindre contradiction qui allait dans un sens opposé ou complémentaire à ce que je dis en disant, bah non, tu pourrais nuancer tes propos comme ci, comme ça. Jamais la moindre contradiction, jamais rien. Pourquoi? Parce qu'il y a pas, si ce n'est de nous ressortir des trucs périmés du style, il y a une faute d'orthographe sur les graffitis dans les chambres de décharge ou des trucs comme ça. Et les gars, mettez-vous à jour. Mais s'il vous plaît, mettez-vous à jour. On a des datations de carbone 14. Ça fait des décennies et des décennies qu'on a ces datations-là. On verra un petit peu après. Donc, moi, je suis allé chercher là une étude sur ces datations au carbone 14 qui reprend un petit peu, qui réinterprète en fait les différentes études qui ont été faites. En gros, il y a des premières études qui ont été faites il y a ça plusieurs décennies.
et ensuite d'autres qui ont été faits plus proches des années 2000, et qui ont vieilli certaines datations de 2 à 300 ans. Alors déjà, c'est 2 à 300 ans, c'est pas 3000 ans, 30 000 ans de moins. C'est 2 à 300 ans. Et bien là, je vous mettrai le lien aussi. Les études dont je vous fournirai les liens sont en anglais, par contre, mais vous pouvez traduire ça très facilement. Voilà, donc là, il y a un truc, il y a une étude qui reprend les différentes autres études qui ont été faites. Donc on voit que on parle quand même de 270 datations au carbone 14 sur plein de sites différents de toute l'Égypte, pas que la 4e dynastie, mais on a énormément, mine de rien, de données de la 4e dynastie. Encore merci aux bâtisseurs qui ont fait des beaux ouvrages et qui sont plus faciles à aller analyser plus de 4000 ans après. Voilà. Et donc oui, il y a eu des nuances de fait, mais qui ne changent rien à la période datée. C'est-à-dire que on est aux alentours des moins 2600. On est aux alentours de ces dates-là, et les autres ouvrages qui sont datés nous donnent une chronologie qui correspond à la chronologie historique, voilà, qui se base pas sur énormément de textes, mais dire qu'il y a rien, faut être objectif, quoi. C'est toujours la même chose. Soit on a d'un côté alternatif, on n'a rien. C'est pas vrai qu'on sait plein de choses sur l'Égypte ancienne, tata, et de l'autre on dit si on a plein de choses. En fait, c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas on a plein de données ou on n'en a pas du tout. C'est on en a un petit peu, mais ce petit peu permet quand même de dire certaines choses. Bref, on a les chronologies, on a les listes de pharaons, une qui date de la 5e dynastie. Tout ça par recoupement plus carbone 14. Voilà, on a les données qu'on a là, c'est-à-dire vous avez par exemple, on va prendre que la pyramide de Gizeh, la grande de Roufou, les datations avec une probabilité de 68%, qui est expliquée dans le rapport comme pas très bonne. 68%, pour revenir à la probabilité du rapport qu'on a vu ensemble, c'est 68%, c'est pas terrible. Mais on a des datations qui sont assez proches des datations conventionnelles, et après avec l'étude qui va cette fois-ci nous donner une probabilité de 95%, on affine un peu les dates, mais on reste dans les mêmes ordres d'idées. Donc pour Roufou, on est aux alentours des 2560, qui correspond à peu près à la chronologie des égyptologues. Mais que dire ? Ce que il peut être reproché à ces datations de carbone 14, c'est que carbone 14, on date pas n'importe quoi avec le carbone 14. Et donc, bien évidemment, on ne peut pas dater la pierre. C'est ça le gros problème, on ne peut pas dater la pierre. On peut dater la pierre géologiquement, mais avec le carbone 14 notamment, on ne peut pas dater la pierre. Ça, c'est clair et net. Et donc, ce qui est reproché aux datations de carbone 14 concernant le 4e dynastie, les pyramides, tout ça, c'est que ça date des mortiers, ça date des bouts de bois, voilà, ça date des éléments comme ça. Et je précise, petite parenthèse, on ne peut pas dater les écritures ocre, des graffitis, les marques de Carrier, tout ça, on ne peut pas dater. Mettez-vous bien ça dans le crâne. Sinon, les scientifiques, c'est pas des teubés, ils l'auraient fait, on peut pas le dater. D'accord ? Voilà. On ne date pas des minéraux, donc on peut pas. Et en plus, il y a plusieurs composés dedans. Donc, qu'est-ce qu'on date si on date ça ? Voilà. Donc, oubliez notamment l'étude faite à l'arrache par 2 Allemands qui ont gratté un bout de graffiti rouge dans les chambres de décharge et qui ont daté ça à 20 000. Peut-être que honnêtement ils ont fait le truc, ils ont trouvé 20 000, je crois, donc ça peut correspondre à quelque chose, mais c'est pas significatif. Ça ne date pas l'époque où ont été écrits ces graffitis, ces hiéroglyphes, d'accord. Donc on peut reprocher ça, mais déjà, voilà, sur des centaines de mesures au carbone 14, dans plein d'endroits différents, on a des dates cohérentes qui sont toujours les mêmes. On n'a jamais une date qui n'a rien à voir avec les dates historiques. Donc c'est quand même un premier gros élément. C'est quand même ce serait quand même dingue que en faisant des datations de carbone 14 un peu partout sur les sites, on tombe jamais sur une datation à moins 12 000 ou moins 20 000 quand même. On devrait en trouver quelques-uns. Là, c'est rien du tout. Mais pour ceux
et je peux comprendre qu'il nous expliquerait que ce serait des traces que le mortier, ce serait que de la rénovation, comme si la rénovation ne consistait que à combler des joints, alors qu'on sait très bien que les Égyptiens ils utilisaient du mortier. Mais bref, pour ces gens-là, et je le répète assez souvent, on a une autre datation qui, pour le coup, va pas nous dater le moment où les pierres ont été pardon, putain, je mélange les pinceaux, qui vont vous dater le moment où les pierres ont été mises en place, c'est la luminescence. Et d'ailleurs, au passage, c'était pas dans la toute première info que je vous ai donnée sur le mur de 120 mètres qui a été trouvé au large de la Bretagne, là, daté à moins 5009, qui correspond, qui est une date cohérente. C'est entre autres par luminescence de surface qu'a été fait cette datation, parce que la thermoluminescence permet de dater une pierre par rapport à la dernière fois qu'elle a pris la lumière du soleil, qu'elle a pris les ultraviolets du soleil. Donc ça marche aussi pour des pierres qui sont sous l'eau. Elle est sous l'eau, elle prend plus les UV du soleil, et donc on peut déterminer depuis combien de temps elle les prend plus. Et ça, pareil, c'est des méthodes qui ont été éprouvées sur plein de monuments. C'est dit dans l'étude là que vous avez à l'écran. Elle a été appliquée pour la première fois sur des monuments égyptiens datant de 3000 ans avant machin, mais avant ça, non, mais c'est pas là que c'est marqué. Avant ça, ça a été utilisé en Grèce, ça a été utilisé sur d'autres sites dont on a plus la certitude de datation, et qui permet ensuite d'essayer d'aller dater des choses un peu plus vieilles. Et donc on arrive à dater, et c'est là pour le coup, c'est pas du mortier, c'est pas de la matière organique, on va vraiment dater la pierre par rapport à la dernière fois qu'elle a pris le soleil, donc par rapport au moment où elle a été mise en place, donc au moment où on a construit les pyramides. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que, pareil, on est allé dater tout un tas d'endroits, cette fois-ci directement la pierre, donc soit du granit, soit du calcaire, tout ça est marqué ici. Encore une fois, les liens, je vous les mettrai. Si vous me demandez par mail, je vous envoie les études en français. Ce sera encore plus simple à lire. Et pareil, si vous avez des contradictions à m'apporter ou quoi, chose qu'il n'y a jamais, venez, il n'y a aucun problème. Voilà, on a ce tableau intéressant de tous les... Alors là, pour le coup, là, c'est des échantillons, donc bien évidemment, vous avez les accords pour venir faire des prélèvements. C'est des petits prélèvements qui sont faits. Donc, on a les différents sites, notamment Gizeh, Temple de la Vallée, le Sphinx, on a Abydos, le Ziraion, voilà, on a des périodes plus récentes, notamment le temple de Séti. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a aussi le puits d'Osiris qui est daté là, c'est tout en premier. Puits d'Osiris, voilà. Tchac, 2930 avant Jésus-Christ, plus ou moins 600 ans. Donc c'est intéressant parce que ce puits d'Osiris, moi j'ai toujours pensé, de par notamment les sarcophages qu'il y a tout au fond, parce qu'il y a 3 niveaux différents, que c'était vraiment de la même époque que les pyramides de Gizeh. Et je sais qu'à une époque, les égyptologues nous disaient non, parce qu'ils avaient daté des ossements qu'il y avait au premier niveau, et que c'était vraiment bien plus récent que ça. Là, en fait, en allant dater par thermoluminescence ces pierres qui sont aux étages en dessous, qui font partie vraiment des gros blocs qui font un peu penser aux blocs des cuves du Sérapéum, eh bien, on se rend compte que la datation, c'est 2930, plus ou moins 600. Alors, les dates, les écarts sont beaucoup plus larges que pour la datation au carbone 14, mais vous pouvez prendre toutes les dates que vous avez dans le tableau, par exemple, notamment pour la pyramide de Gizeh, où on est pour Gizeh? Tchac, on a le Sphinx, on a le temple de la vallée de Képhren, pam. Mykérinos, je vois pas Khéops. Ou pas dans celle-là. On va prendre Mykérinos, par exemple, voilà, on a du 3450, plus ou moins 950. Donc c'est sûr que c'est très très large. Mais toutes ces datations par thermoluminescence, il n'y en a aucune qui va nous dire que les pierres, elle a vu la lumière la dernière fois il y a 25 000 ans, en fait. Donc c'est quelque chose
qui est moins précis dans la datation, mais qui te donne les mêmes périodes, les mêmes dates nominales, donc les mêmes périodes qui correspondent aux estimations archéologiques. Donc, encore un élément un peu plus moderne que le carbone 14, qui va peut-être s'affiner encore avec le temps, parce que c'est beaucoup plus récent, qui nous montre que on est bien des pyramides qui ont à peu près 4500 ans. Voilà. Et là, vous avez affaire à des études, là, des vraies études, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu avant. Je parle même pas de l'étude revue par les pairs, validée par la communauté, ça, quelque part, je m'en fous, que ce soit un indépendant, quelqu'un, un chercheur indépendant qui fasse ce genre de truc, moi ça me pose aucun problème. Mais la différence de sérieux, c'est notamment les sources derrière, les annexes. Ça peut rien avoir, il y a tout un tas de trucs. Alors des fois, faut faire attention parce que on peut mettre tout un tas de références et puis quand on clique dessus, on se rend compte que ça n'a rien à voir. On a déjà vu ça, hein. Mais malgré tout, quand vous avez sur ce rapport préliminaire la fin, il y a aucune source, il y a rien du tout. Voilà, ça c'est encore une fois, je me rends compte que je peux pondre un document comme ça, dire que le Sphinx il a 1 million d'années et je vais buzzer au taquet. Voilà, super. Bref. Alors je tenais à finir sur c'est ça. Je vais finir sur Graham Hancock. Je vous en avais déjà parlé parce que ça fait un petit moment quand même, ça fait quelques années que je m'agace et que je fais des fois des émissions, même des fois des débats sur cette histoire de pyramide qui aurait 12 000 ans ou 25 000 ans ou je ne sais quoi. J'avais fait notamment un débat avec Éric Le Saint et j'avais parlé de Graham Hancock. Et donc je vais en reparler maintenant, là. Graham Hancock, il a écrit un article, là, cet article il date de 2002. Ok ? Où en gros il va dire, j'avance par petites touches dans mes théories, j'avance des trucs, des fois je me corrige, je fais des erreurs, et quand je fais des erreurs, je les reconnais. D'accord ? Et donc, dans cet article, pareil, hein, je vous redonnerai le lien, ça intéressera une personne sur 1000, ou sur 10 000, mais c'est pas grave, vous pouvez quand même aller voir. Voilà, il parle, là, il y a le chapitre « Essais et erreurs ». On accorde beaucoup d'importance aux erreurs que Robert, donc il parle de Robert Vaubal, John, Anthony West et moi avons commises. Bien sûr, nous avons commis des erreurs, tatati tatata, et il nous explique que, en gros, quand il fait une erreur, il la reconnaît. D'accord ? Quand on va un peu plus loin, prise de position de Graham Hancock sur l'ancienneté et la signification des monuments. Donc là, l'article date de 2002, mais il nous explique qu'en gros, cette prise de conscience qu'on va voir ensemble, elle date d'avant les années 2000. Avant les années 2000. Ça fait plus de 30 ans, en fait. Hein. Ça fait 30 ans. Donc voilà ce qu'il nous dit. Concernant les hiéroglyphes en forme de marque de carrier dans les chambres de décharge situées au-dessus de la chambre du roi dans la grande pyramide, on m'a, à juste titre, reproché d'avoir soutenu sans esprit critique la théorie de la falsification de Zecharias Sitchin. Qu'est-ce que c'est cette idée ? Et c'est repris dans le monde francophone, c'est repris par Julie Coureur notamment. Voilà, disons-le franco, vous pouvez apprécier la personne, mais je suis désolé. Pourquoi attendre 30 ans pour remettre en cause un truc qu'a remis en cause Graham Hancock ? Graham Hancock qui est quand même un gars qui connaît le sujet, qui fait des recherches, qui est passé avant nous il y a de ça bien longtemps. Pourquoi ne pas tenir crédit de ce qu'il nous dit là ? Bref. Et donc, oui, pour revenir sur cette théorie de falsification de Zecharias Sitchin, ça nous parle juste d'une erreur d'orthographe qui aurait sur le nom de Roufou et qui en plus, moi à chaque fois que quelqu'un me parle de ce truc-là, parce que voilà, plein de gens dans le monde francophone relaient ça encore, on me parle d'un hiéroglyphe dans les chambres de décharge avec une faute d'orthographe, alors qu'il y a des centaines de graffitis dans cette chambre de décharge et que les cartouches, il n'y en a pas qu'un. Et que en plus, si vous allez voir par vous-même, il n'y a pas de faute d'orthographe comme il est dit en fait. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Et en plus de ça, il y a même des cartouches de Khéops qui ont été découverts donc par Weiss, dont on ne connaissait pas l'existence avant et qui vont être confirmées par d'autres découvertes faites plus tard, bien après même sa mort. Donc en fait, le mec a pas pu inventer un nom de Roufou qui n'existait pas, puisqu'on le retrouve après dans des documents, dans des carrières.
Donc à un moment donné, à moins d'être hyper complotiste et de se dire que les scientifiques, les égyptologues, les historiens, la totale nous disent que des mensonges, à un moment donné, je sais pas, faut reconnaître les faits, quoi. Bref, je vais en agacer plus d'un, je sens, avec ça, mais les gars, faut pas me croire sur parole, ni moi, ni personne d'autre, en fait. Faites confiance un minimum. Qui vous montre par transparence les éléments comme je vous le montre? Je vais me mettre en avant, mais qui fait ça? Moi, je vois que des vidéos bien présentées, bien faites, qui annoncent des trucs sensationnalistes, improuvables. Il n'y a pas de recherche, il n'y a rien du tout. Et dans ce cas-là, des trucs périmés depuis 30 ans. Faut vous mettre à jour. Hein. Mais bon, ça fonctionne. Si ça fonctionne encore aujourd'hui, je vais vous dire. Alors, il y a un passage très intéressant que je voulais vous montrer. Oui, c'est la suite. Donc, par rapport à ces marques, hein, ces graffitis. Donc, il n'y en a pas un, il y en a des centaines. En plus, il y en a qui ont été découverts il n'y a pas longtemps par photogrammétrie, des nouveaux graffitis. Hein. En tant qu'auteur et chercheur, j'espère que mon travail restera toujours en constante évolution, jamais achevé ni figé. Lorsque de nouveaux éléments remettent en question des théories que j'avais précédemment défendues, je suis prêt à revoir mon point de vue. Ok. Comme John West l'a aimablement indiqué dans sa lettre ouverte, j'ai revu mon opinion sur la validité de la théorie du faux, donc du faux hiéroglyphe. Les chambres de décharge sont strictement interdites au public et extrêmement difficiles d'accès. Je n'avais pu obtenir l'autorisation de les visiter avant la publication en 1996. Cependant, en décembre 97, le Dr Zaïwas m'a permis de consacrer une journée entière à l'exploration de ces chambres. Aucune restriction ne m'était imposée quant à l'endroit où je devais regarder, et j'ai eu tout le temps nécessaire pour examiner les hiéroglyphes de près, sous un éclairage puissant. Des fissures dans certains joints révèlent des hiéroglyphes gravés profondément dans la maçonnerie. Aucun faussaire n'aurait pu y accéder après la mise en place des blocs. Des blocs, je tiens à préciser, qui pèsent plusieurs tonnes. Voilà, il nous dit qu'il voit ce qui est dit par Zaïwas, ce qui est dit par d'autres. Voilà, vous avez qu'à y aller par vous-même si vous voulez remettre en question le truc. Plutôt que de dire, vous avez qu'à me prouver par des images. À un moment donné, vous avez le témoignage du chercheur alternatif par excellence. Voilà, anglo-saxon, qui malheureusement a fait son mea culpa dans un article et sans doute pas dans une vidéo. C'est dommage parce que, voilà, 30 ans plus tard, la majorité des alternatifs français pensent encore qu'il n'y a pas de hiéroglyphe à part défaut. C'est dommage, c'est dommage. Désolé, hein, je bug, hein, mais à un moment donné, si on veut vraiment faire de la recherche dite alternative sérieuse, faut s'appuyer sur les faits. Voilà. Il nous dit bien, Robert Bauval et moi avons élaboré conjointement au cours des 5 dernières années une théorie de Gizeh provisoire. Cette théorie que nous proposons comme une alternative sérieuse à l'hypothèse orthodoxe des tombes et tombeaux uniquement postule que les 3 pyramides de Gizeh forment un modèle architectural de certaines des principales étoiles de la région donc ça c'est la corrélation d'Orion. Donc en gros ce qu'il explique là-dedans, hein, je vous laisserai pareil le commentaire, c'est que il croyait au début où il posait comme hypothèse que les pyramides, elles avaient 10 500 ans, et quand il a pu visiter les chambres de décharge et vu qu'il y avait des hiéroglyphes derrière, c'est redit à un autre endroit, et ben il explique, non, en fait, ces pyramides, elles ont bien 4500 ans, elles ont bien été faites sous la 4e dynastie pour un pharaon qui s'appelait Khéops. Puis c'est tout. C'est tout. Alors, je l'ai pas là, je l'ai cherché juste avant l'émission, mais il y a aussi une étude qui a été faite par un gars qui a essayé non pas de dater par des méthodes, on va dire, analytiques, scientifiques, les marques de Carrier, mais de voir si ça pouvait vraiment correspondre à quelque chose qui a été fait il y a plusieurs milliers d'années et pas il y a quelques siècles, donc par Weiss. Et donc le mec, non seulement il dit bien qu'il y a des hiéroglyphes qui partent derrière les pierres dans son étude, j'essaierai de la retrouver, je vous la mettrai en lien. Et non seulement il dit ça, mais en plus il explique à quel point l'imprégnation de la peinture dans la pierre, en fait c'est un spécialiste des pétroglyphes, donc il s'intéresse aussi
ce qu'on peut retrouver dans les grottes, etc. Et il est capable de faire la différence entre quelque chose qui est récent et quelque chose qui est tellement vieux en termes de millénaires que ça s'incruste dans la pierre, ça s'incruste dans les fissures, et c'est pas quelque chose de superficiel. Il arrive à faire la différence entre quelque chose qui a été fait à l'instant ou même qui a été fait il y a 2-3 siècles par rapport à quelque chose qui a été fait il y a des millénaires. Et donc voilà, il conclut dans son étude que parce qu'il essaye de tester l'hypothèse des faux de Weiss, et le mec, voilà, il les réfute. Il les réfute avec ses connaissances, notamment en pétroglyphes, et il les réfute parce que, comme Graham Hancock, il est allé dans les chambres de Charles et il a vu qu'il y avait des écritures qui partaient loin dans la pierre, qui étaient infalsifiables. Voilà. Donc, avant d'aller sortir la moindre étude, la première étude que vous allez trouver, la plus récente ou quoi, d'un mec qui va vous dire que les pyramides, elles ont 25 000 ans, quand bien même elles seraient bien faites, ce qui n'est pas le cas, on a bien vu, il faut d'abord réfuter les autres éléments. La datation, carbone 14, thermoluminescence, les datations avec les listes, etc., et nous expliquer comment c'est possible qu'il y ait des hiéroglyphes qui sont à des endroits inaccessibles. Voilà, il faut réfuter tout ça avant de pouvoir nous dire « Ah ben regardez, il y a une étude qui nous dit les pyramides, elles sont plus vieilles que ce qu'on croit. » Voilà, et vraiment, si c'est la vérité qui vous intéresse, bah je sais pas, relayez cette vidéo, relayez cette vraie étude de ce rapport. Voilà, on va finir là. Rapport préliminaire sur la datation qui ne tient pas la route. Il ne tient pas la route. Je suis navré. Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et ce qui m'intéresse, c'est si vous croyez toujours que ces pyramides, elles ont pas 4500 ans, mais elles sont beaucoup plus vieilles que ça. Mais je me ferai un plaisir de vous lire dans les commentaires. Je me ferai un plaisir. Voilà. Et ce qui ferait tout autant plaisir, c'est des gens qui pensaient que ces pyramides, elles avaient 12 000 ans et qui se rendent compte parce qu'il a vu cette vidéo ou peut-être parce qu'il est allé voir les liens que j'ai fournis et tout, et qui s'est dit ah oui, je vais arrêter de croire, ça empêche pas de croire d'autres trucs. Il y a une différence entre penser que les pyramides elles ont 25 000 ans et penser que c'est peut-être pas des tombeaux. C'est pas la même chose. Ou penser que c'est des temples affiliés aux astres, par exemple, avec des connaissances astronomiques. Voilà. D'ailleurs, pour faire et je vais m'arrêter là-dessus, un lien avec mon idée de planétarium antique, c'est que mon idée de planétarium antique fait que la position des trois pyramides de Gizeh correspondent à une date bien précise de position de Mercure, Vénus et la Terre par rapport au Soleil, et que cette date fonctionne aux alentours du 14 juillet, et pas ailleurs, pas à un autre moment. 14 juillet. 14 juillet, ça fait référence au lever de Sirius, au lever héliaque de Sirius, c'est-à-dire juste avant le lever du Soleil, au moment des crues du Nil, et que cette configuration n'est possible qu'en moins 2560, quand aux alentours des moins 2600. Ça ne fonctionne pas aujourd'hui, ça ne fonctionnait pas il y a 10 000 ans. Donc ça aussi, même ça correspond. Donc il n'est pas interdit de penser des trucs qui sont en dehors de la boîte, en dehors des pensées égyptologiques, mais penser que ces pyramides, elles n'ont pas été faites par les Égyptiens et qu'elles ont 15 000 ans, 20 000 ans, c'est du bidon. Donc, faites-moi plaisir. Si vous avez encore ces croyances-là, abandonnez-les et exprimez-vous dans les commentaires. Ça me fera vraiment grand plaisir parce que sinon j'ai l'impression de jamais avancer et que à côté de ça, des gens font des belles vidéos, et ne font pas avancer le truc et ne seront jamais pris en considération, jamais pris au sérieux. Mais après, ça dépend des objectifs des uns et des autres. Moi, mon objectif, c'est d'exposer la vérité, même si des fois, bien évidemment, je peux me tromper. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo ne vous aura pas semblé trop prétentieuse de ma part, mais c'est vrai que voilà, peut-être je vous ai semblé un peu agacé, un peu, mais ça me fatigue parce que ça commence à faire quelques années que j'en parle et voilà.
comme j'ai déjà dit, j'ai jamais de commentaires, jamais de, à part me dire ah non, ou alors tu me dire t'es un agent des merde de ceux qui sont là pour nous contredire, machin. Faites la part des choses, s'il vous plaît. Je suis un agent de rien du tout. Je vous apporte des éléments factuels. Voilà, jamais personne n'a été capable de les contredire, que ce soit en commentaire et encore moins en débat. Pour peu que ces débats soient acceptés, parce que c'est très très rare. Bref, donc écoutez, au plaisir d'échanger avec vous dans les commentaires. Cette émission s'arrête là. J'espère que vous l'avez appréciée et relayez-la si vous voulez faire un petit peu de contrepoids à ce qui se répand trop facilement, parce que malheureusement les rumeurs et les fausses nouvelles se répandent beaucoup plus rapidement que la vérité. C'est ça le gros problème d'ailleurs d'Internet. Mais chacun fait comme il peut à son petit niveau, et c'est mon cas. Et ça ne changera pas. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne fin de semaine, et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, j'espère pouvoir reprendre les vérifications par rapport à la constellation d'Orion, en rapport avec les pyramides de Gizeh, encore une fois. Et puis, voilà, j'aurai d'autres trucs à vous parler, mais n'hésitez pas à me suivre dans l'onglet post. Et voilà, on reste en contact. Merci beaucoup pour votre attention. Au revoir. À bientôt.